Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose ce troisième épisode de la série du stagiaire de la semaine. Mais avant toute chose, laissez-moi revenir quelques instants sur l'épisode de la semaine dernière où nous vous avions laissé le droit de parole, le droit de vote sur un jeu qui serait éventuellement présenté sur la chaîne de Ludiquement Solo. Alors j'ai le résultat du vote sous les yeux, c'est le jeu Sword and Sorcery qui a remporté le vote haut la main. Alors si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à la chaîne de Ludiquement Solo pour voir apparaître dans les prochaines semaines peut-être la série sur Sword and Sorcery. On va laisser le temps à l'animateur de la chaîne de terminer tout de même sa campagne de Tainted Grail et une fois que ce sera fait, une fois que les vidéos sur Sword and Sorcery seront en ligne, vous pouvez être certain que je serai le premier en ligne parce que ça m'intéresse beaucoup. Passons maintenant à la présentation de notre stagiaire de cette semaine. Il s'agit d'une chaîne YouTube du nom de Mixed Deal. Vous pouvez les suivre également sur Facebook, entre autres, et Twitch également. Et il s'agit d'une plateforme, d'une chaîne qui est très variée. Mais ce qui la distingue majoritairement et radicalement de nos deux précédents stagiaires, c'est le fait que Mixed Deal est animé par, attention, tenez-vous bien, est animé par une femme. Et oui, une femme du nom de Sophie. Alors, des femmes dans l'univers du jeu de société, on sait qu'il y en a. Des joueuses, des femmes qui participent au sujet de discussion sur les groupes, sur les réseaux sociaux et tout ça. Il y en a. Par contre, des femmes qui se tiennent face à une caméra et qui parlent de leur passion qu'est le jeu de société, il y en a, mais elles sont peu nombreuses. Alors on est toujours très heureux de voir ces représentantes de la gente féminine prendre ce genre d'initiative et on veut les encourager particulièrement quand ce qu'elles disent est pertinent. La chaîne Mixed Deal, au moment de tourner cette vidéo, dénombre 146 abonnés et 49 vidéos en ligne. Mais je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. La particularité de Mixed Deal, je crois que c'est vraiment la personnalité de Sophie. Alors Sophie est une femme extrêmement dynamique, enjouée, passionnée. Et c'est pas une femme qui va jouer à des petits jeux, là. On parle d'une vraie gameuse. Quelqu'un qui va passer des heures sur des gros jeux, des jeux complexes, énormes, qui va se renseigner en ligne, qui va faire des recherches, qui va participer sur les réseaux sociaux et qui, en plus de toutes ces choses-là, va se filmer pour produire du contenu intéressant en collaboration souvent avec d'autres personnalités ludiques. Alors ça, je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise la chaîne de Mixed Deal. En passant un petit scoop comme ça, dans les prochains jours sur la chaîne de Mixed Deal, Sophie va vous proposer une série de vidéos sur Gloomhaven Jaws of the Lion. Alors, allez jeter un coup d'œil, allez vous abonner. Ma vidéo préférée sur la chaîne Mixed Deal, ben, je vais tricher, c'est mon segment, je peux faire ce que je veux, c'est moi qui fais les règles, je vais en dire deux. Alors, premièrement, une collaboration que Sophie a fait avec David, le professeur Board Game, et Elsa de Ludipsy, où ils parlaient de rétro gaming, de nostalgie dans l'univers du jeu de société, également de réédition de certains jeux, tout ça dans un aspect psychologique. Alors, c'était super intéressant comme discussion, et tout récemment, littéralement dans les derniers jours, Sophie a publié une vidéo qui traite des différentes stratégies gagnantes possibles à Terraforming Mars. Alors ça, je crois que c'est un type de vidéo qui gagne à être connu, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que la structure était géniale également. Alors je dirais que ce sont mes deux vidéos préférées sur sa chaîne. Alors aujourd'hui, Sophie vous a préparé quelque chose de vraiment spécial qui va en continuité avec quelque chose qu'elle a initié par le passé sur sa chaîne. J'arrête de parler et je la laisse s'adresser à vous.
n'est plus à Mixed Deal, on est à l'école du jeu. Ben, bonjour tout le monde, donc je suis Sophie de Mixed Deal et j'aimerais tout d'abord dire un gros merci à JP de me donner l'opportunité en fait de faire une vidéo sur sa chaîne. Je trouve que c'est une super bonne idée, sa série de vidéos sur le stagiaire de la semaine. Donc Mixed Deal en fait c'est quoi? C'est une chaîne YouTube, c'est aussi une chaîne de podcast, puis c'est aussi une chaîne qui fait beaucoup de live sur Twitch. Donc pour rien manquer, c'est sûr que le mieux c'est d'être sur Facebook, mais vous pouvez toujours me suivre sur YouTube. Mes vidéos se ramassent toujours là de toute façon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire la 3e vidéo d'une série de 3 vidéos. En fait, c'est une série de vidéos que les abonnés ont voté pour. Donc j'ai fait mon top 9 de mes jeux de 2020, donc mes jeux que je préférais à cette date-ci, en fait, parce qu'on sait que les tops, ça change souvent. Puis, à chaque vidéo, en fait, je l'ai fait en 3 parties. Puis, à chaque vidéo, ben, les gens devaient choisir entre 3 jeux que je présentais. Et là, on est rendu à la dernière vidéo, donc les gens devaient choisir entre mon numéro 1, 2, 3. Donc, en concurrence, il y avait Western Legends, Cthulhu Death May Die et Nemesis. Et c'est Death May Die qui a gagné. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un overview plus complet des règles. Puis, on va faire aussi ma critique complète. Donc, tous les jeux qui se retrouvent dans mon top 9, c'est sûr que je les trouve bons, mais tous les jeux en fait sont pas parfaits, donc on va faire le tour de tous les points positifs, les points négatifs, ce que j'en pense, l'overview de tout ça. Tout de suite après, en fait, l'overview du gameplay, donc on commence ça tout de suite. Donc, Death May Die, c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter et qui est maintenant disponible dans les boutiques. En fait, il est arrivé fin 2019. C'est un jeu qui a été créé par la compagnie Cool Mini or Not, qui se passe dans l'univers de H.P. Lovecraft, donc dans le même univers que Arkham Horror, si on veut. C'est un jeu qui a été créé par Eric Lang et par dans le fond, Rob Daviau. Donc, Eric Lang est connu pour avoir fait Rising Sun, Blood Rage, The Others et j'en passe, plein de bons jeux. Rob Daviau, lui, est connu pour avoir créé le système Legacy avec son Risk Legacy. Il a fait aussi Pandémie Legacy, Seafall, une petite erreur de parcours, qu'est-ce que vous voulez. Puis après ça, Pandémie Legacy encore. Donc, 2 grands noms qui se rencontrent pour faire un jeu ma foi, assez extraordinaire. C'est un jeu qui joue jusqu'à 5 joueurs, donc de 1 à 5. 14 ans et plus, ça prend, je vous dirais, entre 90 et 120 minutes à jouer. Et on regarde le gameplay tout de suite. Dans Death May Die, vous incarnez un investigateur. Au début de la partie, vous devez choisir un grand ancien parmi Cthulhu et Astur, les 2 qui sont disponibles dans la boîte de base. Ensuite, vous devez sélectionner un des 6 épisodes disponibles. Les boîtes d'épisodes contiennent des cartes mythes, des cartes découvertes, ainsi qu'une carte spécifique pour l'épisode qui vous indique comment l'installer puis quel monstre utiliser. La carte contient également l'histoire, un petit paragraphe narratif, l'objectif du scénario, ainsi que les actions spéciales pour y arriver. Peu importe l'épisode choisi, voici comment le jeu se joue. Il y a un rituel occulte qui se prépare et vous seul pouvez l'en empêcher. Vous devez interrompre le rituel avant que le grand ancien n'apparaisse, sans quoi il ne vous sera pas possible de le combattre. Une fois le rituel interrompu, le grand ancien fait son entrée dans la partie. Vous devez le combattre pour mettre fin à celle-ci. Vaincre un grand ancien se fait en 4 étapes. À la fin de chacune d'entre elles, il développe des nouveaux pouvoirs et gagne en puissance. Au début de la partie, les investigateurs se font assigner au hasard une carte de folie. Chaque investigateur possède une piste de santé mentale, de stress et de santé. Si à tout moment la piste de santé mentale ou de santé atteint la fin, l'investigateur meurt, ce qui généralement fait perdre la partie à tous les joueurs. La piste de santé mentale sert à déterminer la progression de l'investigateur vers la folie. Certains pouvoirs de monstres, cartes mythes et lancers de dés peuvent la faire progresser. Cette piste contient des seuils de folie qui freinent la progression, déclenchent la carte de folie de l'investigateur et lui permet également d'avancer dans une de ses 3 compétences. Chaque investigateur possède 3 compétences prédéfinies, dont une qui est unique. Au courant de la partie, il va pouvoir progresser dans chacune des 3. À tout moment, lorsqu'un investigateur fait un lancer de dés, il peut décider de rerouler son dé en augmentant son échelle de stress. Avancer
Monter son échelle de stress peut sembler sans conséquence jusqu'à temps que vous pigez une carte découverte dont l'effet s'applique selon le niveau de stress de l'investigateur. Faut donc pas prendre cette échelle-là à la légère. À votre tour, vous pouvez choisir 3 des actions suivantes. Les actions peuvent être répétées. Donc, courir, déplacer votre investigateur jusqu'à 3 cases, attaquer un ennemi, vous reposer et donc diminuer votre échelle de stress, de santé ou les deux, ou encore échanger de l'équipement avec un investigateur présent sur la même case que vous, ou finalement utiliser les actions spécifiques de scénario. Ensuite, vous devez piger une carte mythe et réaliser ses effets. Certaines vont faire apparaître des monstres, d'autres vont les activer, et d'autres vont faire progresser le grand ancien sur sa piste. Si jamais il atteint une des cases rouges de sa piste avant que le rituel soit interrompu, il apparaît en jeu. Il vous sera cependant pas possible de l'attaquer, contrairement à lui. Finalement, si aucun monstre ne se trouve dans votre zone, vous pouvez investiguer. Vous pigez une carte découverte, réalisez son effet, et puis vous la glissez en dessous de votre plateau joueur à gauche ou à droite. Par contre, si un monstre est présent sur votre case, il ne vous sera pas possible d'investiguer. À ce moment-là, vous allez vous faire attaquer par le monstre. Vous allez devoir lancer les dés qui sont indiqués sur sa carte monstre et appliquer les dégâts. Les dés possèdent 4 symboles différents. Les points d'exclamation, c'est des touches, donc ça fait des dégâts. Les signes des anciens peuvent activer des pouvoirs spéciaux s'ils sont disponibles. Les tentacules vous font progresser sur votre échelle de folie et les faces vierges font rien. Vous alternez ainsi les tours jusqu'à ce que vous ayez gagné, donc le rituel a été interrompu et que vous ayez tué le grand ancien ou vous ayez perdu, donc qu'un investigateur soit mort avant que le grand ancien soit en jeu ou que tous les investigateurs soient morts suite à l'entrée en jeu du grand ancien. Bon, fait que maintenant qu'on a fait le tour de comment ce beau jeu-là se jouait, on va faire le tour maintenant de qu'est-ce que j'en pense. Donc mon review complet, on va commencer par le rangement, la mise en place et après ça, c'est ça, le rangement. Donc, première des choses, j'aimerais faire un shout-out à Cool Mini or Not, donc à Simon, parce que le rangement, pour vrai, j'étais hyper surprise en ouvrant la boîte, le jeu se range bien. Ce qui n'était pas le cas de leur jeu avant. Fait que il y a ça. Vraiment, ils ont fait un petit insert, tout est bien pensé, les scénarios se rangent facilement dans leur petite boîte, chaque personnage se range bien, il n'y a pas de cassage de tête, il n'y a pas de boîte gigantesque en carton pour ranger les personnages dans des inserts qui font perdre beaucoup de place. Il y a même de la place pour ranger les tokens, les cartes. Écoutez, ils ont pensé à tout et le jeu tient super bien en place comme ça. J'ai fait absolument aucune modification dans la boîte. Donc ça, c'est un gros plus. Après ça, pour la mise en place, ça se fait quand même bien avec la carte épisode. C'est facile à suivre. C'est sûr que là, on parle d'un dungeon crawler quand même, comme style de jeu. Donc là, il faut aller chercher chacune des tuiles. Quelle tuile, c'est quoi le numéro? C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui constituent un scénario. Là, si je regarde le scénario 1, par exemple, rapidement, il y en a environ une dizaine sur la table. Donc là, il faut regarder, il faut les chercher, il faut les placer. Mais à part ça, le matériel est quand même concis. Ce qui est bien aussi, c'est que ça prend pas hyper beaucoup de place sur la table là, comme un zombicide où tu vas sortir tous les zombies. Tu sors un nombre X de monstres, puis c'est ce nombre-là que tu as pour le scénario. Tu n'as plus besoin d'aller piger dans ta boîte après. Donc, ce qui est marqué sur ta carte de scénario, c'est vraiment... ça va être que ça pour l'épisode. Donc, pour ça, c'est un plus. Mais c'est sûr que c'est pas un jeu qui se place en 2 minutes. Ça prend un petit investissement de temps, mais pour vrai, c'est assez raisonnable. Puis, ils ont rendu ça quand même le fun à faire comme placement. Donc, on va leur donner un petit plus et un petit thumbs up pour avoir pensé à faire un insert pour leur jeu. Ensuite, côté règlement. Là, en fait, j'ai vraiment été surprise parce que quand, en fait, j'ai acheté Cthulhu Death Médaille, j'avais un peu peur parce que moi, mes jeux préférés coop, c'est Arkham Horror, c'est un bébé pour moi, là, je l'adore. Je l'adore parce que c'est un jeu qui est complexe, puis qui est pas facile, donc tu le sais jamais si tu vas gagner ou pas avant la dernière seconde du jeu. Puis là, quand ils ont sorti ça, j'ai fait boy, Simon qui va sortir un jeu dans l'univers de Arkham Horror, tu sais, allô le zombicide facile qui va être décevant.
Puis là, j'ouvre le livre de règles qui est vraiment encore moins épais qu'un livre de règles de zombicide. Pour vrai, je sais pas, il y a combien de pages, là? Il y en a 19. Mais on s'entend écrit très gros avec des illustrations. Et tu passes à travers les règles une fois. Donc, c'est vraiment le genre de jeu hyper simple à apprendre parce qu'une fois que tu as passé à travers les règles, tu joues ta partie, t'as pas tourné les règles. Ça se peut qu'il y a des petits détails qui t'ont échappé puis que tu cherches de temps en temps dedans. Mais pour vrai, après une partie, c'est maîtrisé. Même si ça fait là quelques semaines, quelques mois que j'ai pas joué au jeu, je sais que je vais le ressortir puis que facilement, je vais savoir en fait c'est quoi les règles. Donc là, à savoir si c'est facile comme un zombicide ou si on réussit à reproduire le Arkham, on va y venir. Mais pour les règles, vraiment, thumbs up, tout thumbs up, facile à apprendre, bien structuré. Mais c'est sûr, Simon, c'est pas une compagnie qui est connue pour avoir de la misère dans la structuration de ses règlements d'habitude. Fait que c'est pas très surprenant, mais pour vrai, là, ils ont fait du short, sweet, concis, parfait. Donc, tout thumbs up ici. Ensuite de ça, niveau difficulté, justement, est-ce qu'on est dans un zombicide où il faut que tu rajoutes 14 abominations sur le plateau pour que le challenge devienne intéressant? Ouais, c'est mon genre, je m'excuse. Mais non, en fait. Donc, Death May Die, j'ai été agréablement surprise et j'ai fait le tour de la boîte saison 1, donc la première boîte de base qui a 6 épisodes. Je suis rendue bien entamée dans la saison 2 où il y a 6 épisodes encore. Et pour vrai, il n'y a pas eu un scénario où je me suis dit facile, c'est sûr qu'on l'a gagné. La plupart des scénarios, c'était le dernier lancer de dés quand tout le monde était mort parce que le grand ancien, il était apparu, ça allait pas bien, tout le monde était mort, il en restait un sur le jeu, il restait un lancer de dés, une action avant que le grand ancien réattaque puis que ça soit une mort certaine, puis c'est à ce moment-là qu'on gagnait. Donc les fins sont toujours hyper tendues, c'est ça. C'est hyper stressant. Donc, ils ont réussi à reprendre le suspense de Arkham, le mettre dans un jeu qui est simple parce qu'Arkham, on s'entend que les règles, c'est très complexe, c'est très épais, il y a beaucoup de détails à se rappeler. Donc, eux autres, ils ont condensé ça, ils ont fait des règles hyper simples, hyper faciles à comprendre, puis ils ont réussi à garder cet élément de suspense-là de Arkham, de est-ce que je vais l'avoir ou pas, et ça sera pas facile, ça m'est arrivé de perdre des scénarios. Puis moi, personnellement, quand je joue à un jeu coop, perdre mes premiers scénarios, c'est souvent important pour moi parce que ça va déterminer si le jeu il est intéressant à rejouer ou pas. Fait que lui, pour vrai, côté là, encore une fois, tout thumbs up. Pour vrai, ils ont vraiment réussi à saisir l'essence de ces jeux-là, puis la difficulté, le suspense, tout ça. Donc, la difficulté, c'est pas trop dur, c'est vraiment facile à comprendre. Là. Vraiment, n'importe qui vous expliquer ça, là. Et les explications, c'est 10 minutes maximum, puis après ça, vous vous lancez dans votre partie. Donc, super facile à comprendre, pas facile à gagner, donc une balance quasiment parfaite, je vous dirais. Après ça, dans le fond, on a le thème. Donc, est-ce qu'on est immersé dans l'univers de Lovecraft comme on le serait avec un Mansion of Madness, comme on le serait avec un Arkham Horror, ou est-ce que on est dans le thème plus général, on est dans un dungeon crawl, on se promène, on lance des dés puis on tue? Mais en fait, la thématique est hyper bien portée. Donc, il n'y a pas de narratif qui prend des tonnes. Vous pourriez pas lire le petit texte de chaque scénario. En fait, maintenant, c'est quasiment rare que, tu sais, je vais faire la traduction complète du texte, parce que je l'ai en anglais, aux gens qui jouent avec moi. Parce que c'est pas tant important, l'immersion est plus dans qu'est-ce que tu vas faire, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les 6 scénarios de la boîte de base, il n'y a pas un scénario pareil. Non seulement les monstres vont changer, les objectifs vont changer, le fait qu'ils rajoutent des actions spécifiques pour ton scénario, puis ils vont rajouter des tokens, comme dans lui par exemple, on a des petits laboratoires, donc les cultistes sont en train de faire des laboratoires qu'il va falloir qu'on aille détruire, entre autres. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que les scénarios sont hyper thématiques. Il y en a que c'est un bal masqué, il faut que tu fasses des enquêtes pour savoir qui sont les cultistes, qui sont les bonnes personnes, pas tuer les mauvaises personnes. Donc, chaque scénario t'apporte une surprise, c'est un renouveau. Même dans la saison 2, après en avoir joué plusieurs scénarios, il y en a pas un de pareil. Donc, encore là, tout thumbs up pour l'immersion, sans avoir mis plein de textes, juste qu'ils ont mis dans le fond, juste le fait de jouer, c'est immersif. Vous êtes dans le thème là, fois 1000. Ils ont visé juste avec le thème.
Donc le narratif, après ça, c'est comme je disais, il y en a pas beaucoup de besoin non plus parce que l'histoire, vous la vivez un peu en faisant le scénario. Donc non, c'est pas un jeu d'histoire, c'est pas Tainted Grail, on va pas s'asseoir puis écouter des histoires, quoique Tainted Grail c'est magnifique comme jeu. Mais ça c'est vraiment action, là. On s'assied, on joue, il y a de l'action, that's it. Puis c'est très bien, je veux dire, ça en prend des jeux comme ça. L'évolution à travers le jeu, est-ce que à un moment donné tu deviens OP dans la partie? Est-ce que le jeu devient trop facile vers la fin? Ou est-ce que le jeu est bien équilibré? Et là, je devrais dire encore une fois que l'équilibre, ils ont bien réussi. Donc bref, pour l'instant, j'ai juste des éloges à faire pour Death Medal. Mais se retrouvant en deuxième position de mon top 9. Donc quand même, on voit que j'ai beaucoup d'amour déjà pour le jeu. Donc, le principe qu'ils ont repris, en fait, et là, c'est là qu'on reconnaît un peu la signature de Eric Lang. Pour ceux qui ont joué à The Others, Seven Sins, dans ce jeu-là, il y avait une échelle de corruption. Et là, quand tu lançais les dés, tu pouvais décider de lancer les dés puis d'avancer ta corruption en le faisant, ce qui te donnait des pouvoirs spéciaux assez intenses pour ce lancer de dés-là. Sauf que si tu avançais trop dans ta corruption puis tu n'étais plus capable d'en prendre, parce que des fois les méchants t'en faisaient prendre, des choses comme ça, tu prenais des dégâts à la place puis tu finissais par mourir. Fait que c'était tout le temps une question c'était difficile de balancer, est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas, est-ce que ça vaut la peine? Et là, il y a Eric Lang reporté ça dans son jeu ici, dans Death Medal, avec l'échelle de santé mentale. Donc, on veut avancer parce qu'on veut développer nos skills, on veut avancer dans nos pouvoirs. Puis ce qui est intéressant ici aussi, c'est que dans la partie, je suis en train de le compter en même temps, tu vas pouvoir avancer un maximum de 7 fois dans tes skills. Ça, c'est si tu te rends avant la fin, tout juste, là, avant de mourir. Donc, tes skills, tu as 9 options d'avancement. Ce qui veut dire que tu pourras pas avancer toutes tes skills dans la partie. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça te donne des choix hyper intéressants. D'ailleurs, petite note sur les compétences des bonhommes. En fait, il n'y a pas de compétences plates. Chaque compétence est vraiment intéressante. Les personnages sont bien équilibrés. Puis le fait que chaque personnage a une compétence qui est unique, qui dans le fond, c'est pas répété sur un autre personnage, c'est assez impressionnant. Puis intéressant aussi parce qu'ils ont toute une petite touche, un petit quelque chose. Puis quand on regarde en fait la boîte de base, qu'il y a déjà beaucoup de personnages, la deuxième saison qui en rajoute d'autres, et là si t'as les stretch goals, ça en rajoute d'autres. Mais chaque personnage a vraiment un sentiment de renouveau. Donc, je trouve ça bien. Donc, l'évolution dans la partie, bref, c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment de gérer quand est-ce que tu augmentes, quand est-ce que ça vaut la peine d'augmenter, quand est-ce que tu veux rerouler tes dés pour pas augmenter trop vite, pour pas virer fou. Donc, c'est trouver l'équilibre entre les deux et encore là, vraiment, vraiment super bien. Après ça, dans le fond, le gameplay, est-ce que ça joue bien? Est-ce que c'est fluide? Vraiment. Il n'y a pas de cassage de tête, il n'y a pas de analysis paralysis. C'est sûr que dans ce type de jeu-là, généralement, à Méritrash, il y en a moins. Mais pour vrai, t'as pas beaucoup de choix d'action, tu sais, dans ton tour. C'est pas des choses complexes. C'est est-ce que je veux avancer? Est-ce que je veux attaquer? Est-ce que j'ai besoin de me healer? Est-ce que j'échange du matériel ou je fais les actions du scénario? That's it. Fait que t'as pas 10 000 questions à te poser. Puis souvent, c'est assez simple. Dans le fond, c'est presque écrit qu'est-ce que t'as besoin de faire. Là. Fait que t'as pas besoin de te poser des questions pendant 1000 ans. La façon que le jeu joue, c'est super fluide, il n'y a pas de règles complexes. Tu rentres dans une pièce, il y a des méchants, ben tu pourras pas chercher à la fin de ton tour, puis tu vas te faire attaquer en fait. Puis en plus de ça, si tu rentres dans une pièce, il y a des méchants, tu vas pouvoir t'en aller, c'est juste que tout le monde te suit, fait que là tu te ramasses des fois avec une géante horde sur toi de méchants. Fait que bref, tout le gameplay fit parfait, c'est fluide, puis c'est ça, c'est vraiment tout s'imbrique vraiment bien dans le jeu. Et la rejouabilité, parce que ça, c'est une des questions, ça fait peur, un jeu qui a des scénarios. Surtout, 6 scénarios, t'es comme, ouais, tu sais, c'est pas des gros. 2 heures, le scénario, ça fait 12 heures maximum, mettons, que je perds pas. Avec la boîte de base, ça vaut-tu la peine? Puis la réponse à ça, c'est oui. En fait, ton scénario, au début de la partie, tu choisis 2 choses. Tu choisis le grand ancien que tu vas apporter en jeu. Donc, dans la boîte de base, t'en as 2. Il y en a 2 autres que tu peux acheter à part dans les boutiques. Puis si tu as les stretch goals, tu en as un autre. Donc quand même, tu as du choix. Puis, dans le fond, en plus de choisir ton grand ancien, ben là, tu mixes ça avec ton épisode. Donc, déjà là, dans la boîte de base, tu as 2 façons de jouer l'épisode avec les 2 grands anciens disponibles.
Ensuite de ça, rajoute des variantes que chaque personnage se joue quand même relativement différemment puis que les stratégies vont changer selon leurs compétences, leurs skills, tout ça. Ça fait en sorte que tu peux recommencer le scénario avec d'autres personnages puis en fait, les scénarios ils n'ont pas de secret. Il y a pas, tu débloques pas de twist dans une histoire, t'as pas de spoiler, t'as pas rien. Fait que c'est pas parce que t'as fait un scénario une fois qu'après ça, ça va être facile parce que tu sais comment le faire. Oui, tu sais peut-être qu'il y a des stratégies qui sont meilleures que d'autres, mais ça s'arrête là. Fait que pour la rejouabilité, juste avec la boîte de base, moi je pense que t'en as pour un bon bout. Rajoute à ça l'extension qui te rajoute 6 autres scénarios. Rajoute 2 autres grands anciens. Là, tu viens de faire des multiplications là, de combinaisons différentes assez intenses. Puis je pense que t'as de quoi t'amuser pendant longtemps. Fait que pour vrai, d'habitude, j'ai plus de négatifs que ça à dire sur un jeu. Mais c'est ma deuxième position, fait que c'est ça, il est spécial. Puis je pense qu'avec raison, vous en jugerez. Dites-moi là en fait qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous aussi il est aussi haut noté ou pas? Pour moi vraiment c'est winner comme jeu. C'est un jeu que j'ai bingé là assez intensément quand je l'ai reçu. Puis c'est un jeu que j'ai toujours envie de jouer puis qui est hyper spécial pour moi dans mon cœur. Puis c'est ça, c'est mon opinion de Death May Die. Donc c'est ce qui met fin non seulement à mon review de Death May Die, mais également à ma série de 3 vidéos de mon top 9 que vous aviez choisi. Donc j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si pour vous vous êtes d'accord avec mon évaluation de Death May Die ou pas. S'il y a des vidéos que vous souhaiteriez voir, vous savez que je suis toujours ouverte à ça, donc n'hésitez pas à me contacter pour me dire que vous seriez intéressé de voir telle ou telle vidéo. Ça me fait toujours plaisir, puis j'essaie de m'arranger pour que ça se produise. Sinon, ben n'hésitez pas dans le fond à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook pour rien manquer. Puis sur ça, merci beaucoup JP pour ton idée, c'est vraiment super, puis à la prochaine! Et voilà pour la présentation de notre stagiaire de la semaine. J'espère que vous avez apprécié la présentation de Sophie. Allez jeter un coup d'œil à la chaîne Mixdeal. Considérez vous abonner, jeter un coup d'œil aux autres vidéos qu'elle a produites. Si c'est des choses qui vous intéressent, tant mieux. C'est ça l'objectif du stagiaire de la semaine. C'est de vous permettre de découvrir de nouvelles chaînes dédiées aux jeux de société qui émergent et qui gagnent à être connues. Si vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui, laissez-moi un pouce vers le haut. Considérez vous abonner à notre chaîne également. Ne manquez pas la semaine prochaine la prochaine présentation de notre futur stagiaire. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à la prochaine.